Bonjour à tous et bienvenue sur le campus virtuel Adaforce. Nous vous présentons aujourd'hui notre deuxième série de webinars qui sera consacrée à la diversité et à l'inclusion. Nous allons aborder des sujets d'actualité qui nous questionnent bien entendu et qui vont mieux nous faire comprendre ce que sont la diversité et l'inclusion, parce que parfois d'ailleurs on confond un petit peu ces deux mots. Les prochains thèmes, je vous donne déjà le programme. On se retrouvera le 6 avril prochain avec le handicap. Nous aborderons également le genre et l'égalité homme-femme, la diversité culturelle, ethnique et religieuse, l'intergénérationnel, etc., etc. Vous allez voir tout un programme que vous retrouverez sur l'agenda du campus. Alors aujourd'hui, nous allons poser les fondamentaux de ces deux principes que sont la diversité et l'inclusion, et prendre surtout conscience des idées reçues, parce que quoi qu'on en dise, on en a beaucoup. Nous allons également comprendre les mécanismes de construction de ces idées reçues et les conséquences, bien sûr, sur nos attitudes et notre façon de percevoir l'autre. Donc, nous sommes ensemble pour à peu près 1h10. Vous avez à votre disposition le chat, à utiliser bien sûr sans modération, pour nous faire part de vos commentaires, suggestions ou questions. Vous pouvez également activer les sous-titres. Et puis, on vous propose de rester jusqu'à la fin, car nous allons vous proposer un challenge avec un cadeau à la clé, mais oui, bien sûr, qui permettra aux gagnants de vivre avec la personne de son choix une expérience tout à fait originale. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Et pour aborder cette thématique, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre experte, Natacha Brenner, qui nous accompagnera tout au long de cette série de webinars. Natacha, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Corinne, très bien, merci. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette série Diversité Inclusion, voilà, où nous allons naviguer ensemble avec Adaforce et tout son réseau. Eh bien, bienvenue sur le campus, Natacha. Alors, avant de vous laisser la parole, eh bien, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, complété par un master en relations internationales. Vous êtes une experte de la diversité et de l'inclusion depuis plus de 20 ans d'expérience, notamment dans la gestion de projets européens. Vous êtes une Européenne enthousiaste, ça on a pu le voir lors de notre préparation. Vous dites même que c'est dans votre ADN, puisque vous êtes à la fois française, allemande et finlandaise. Et de surcroît, vous parlez 5 langues. Je pense que c'est un bon début de diversité. Vous accompagnez des organisations pour la mise en place des politiques de diversité et inclusion et vous travaillez notamment avec des outils innovants de ludopédagogie, c'est-à-dire la pédagogie par le jeu, et de e-learning. Enfin, vous avez travaillé avec plus de 30 pays en supervisant des équipes d'experts d'horizons variés. Voilà, on pourrait dire encore plein d'autres choses, tellement votre expérience est riche et intéressante. Mais on a hâte de vous entendre maintenant, donc je vous laisse la parole, Natacha. Merci beaucoup Corinne. Donc vraiment, je suis ravie de cette belle collaboration ensemble avec Adaforce sur ce sujet absolument passionnant qu'est la diversité et l'inclusion. La diversité et l'inclusion suscitent un engouement incroyable et vraiment au cœur des préoccupations dans le monde entier en fait. Donc c'est vraiment un engouement général. Et en fait, peut-être Stéphanie peut partager une petite image qui serait voilà, qui est un peu révélatrice. Moi, j'aime bien comparer cet engouement et cette quête de la diversité et de l'inclusion par l'image de la quête du Graal, parce que quelque part, toutes les organisations s'y intéressent, mais il n'existe pas vraiment de recette miracle absolument magique et implacable. Alors, pourquoi la diversité et l'inclusion suscitent un tel engouement? Je dirais qu'il y a trois raisons essentielles. La première, c'est que nous faisons face à des mutations démographiques importantes. Nos environnements aujourd'hui se caractérisent par un brassage et une diversité absolument inédite. Tous les acteurs de la société deviennent plus diversifiés, plus instruits, mais aussi plus exigeants. Et refléter et gérer cette diversité s'impose comme un véritable enjeu, défi de société pour rester en phase avec ce monde qui change. Mais le problème, c'est que énormément d'organisations ne reflètent pas cette réalité.
Alors, la deuxième raison qui explique cet engouement pour diversité et inclusion, c'est tout un enjeu autour de attirer et retenir les talents. Les nouvelles générations ne veulent plus faire semblant. Elles veulent donner du sens à leur travail, elles veulent un équilibre des temps de vie et une qualité de vie au travail, et ça passe par le fait de valoriser les spécificités de chacune et de chacun. C'est devenu un incontournable pour arriver à remédier à une pénurie de talents que beaucoup de secteurs rencontrent déjà. Et aujourd'hui, le rapport de force est inversé. Les organisations doivent essayer d'être inclusifs pour tenir compte des spécificités de chacune, pour les attirer dans leurs organisations, pour leur donner envie d'y travailler. Et enfin, troisième raison qui explique cet incroyable engouement autour de la diversité et l'inclusion, c'est qu'aujourd'hui, la diversité est perçue comme une véritable opportunité pour imaginer des solutions nouvelles et pour rester performant dans ce monde qui change. On est passé d'un objectif où avant on cherchait beaucoup à homogénéiser, je dirais, à une volonté de se différencier pour se démarquer et s'adapter justement à l'unicité de tout le monde. Et en fait, du coup, beaucoup de rapports, comme vous le savez, soulignent en fait à quel point la diversité est un levier de performance et aussi d'innovation. Donc, voilà, c'est vraiment, toutes ces raisons expliquent que la diversité aujourd'hui suscite tellement d'intérêt. Mais la difficulté, c'est que la diversité ne s'improvise pas. Enfin, gérer cette diversité ne s'improvise pas. Et là, j'aime bien comparer la diversité à un diamant brut parce qu'il faut parvenir à la manager avec perspicacité, sinon son potentiel reste inexploité et elle ne peut pas révéler son éclat. Et on peut même dire que si on ne fait pas les efforts nécessaires, cette diversité peut aussi être à l'origine de malentendus et avoir un petit peu, enfin voilà, générer des petites problématiques. Donc, en fait, il faut apprendre vraiment à la gérer, à la porter pour qu'elle puisse, comme ça, livrer son éclat. Donc, voilà, je crois que ces sujets, en fait, touchent de très près aussi Adaforce, n'est-ce pas? Et je crois, Corinne, que vous voulez aussi présenter un petit peu les enjeux de diversité, inclusion pour votre organisation et puis pour tous vos partenaires. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous avons, Natacha, on en a parlé en préparation, hein, lancé un projet, un programme qui s'appelle Handiforce, parce que c'est vrai qu'Adaforce souhaite transmettre nos convictions sur la diversité et l'inclusion. Nous avons souhaité, en 2023, mettre plus un focus sur le handicap. D'ailleurs, nous en reparlerons au prochain webinaire tous ensemble. Alors, c'est vrai que pour nous, la diversité, nous, ce n'est pas un phénomène de mode, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour certaines entreprises. Nous, ça représente de véritables enjeux. Au-delà de la loi, parce qu'il y a quand même des lois aussi qui régissent ces aspects-là, nous sommes convaincus que la diversité et l'inclusion, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un levier de performance économique. Ça, on en est persuadé. Il y a d'ailleurs une enquête mondiale de McKinsey qui dit que les entreprises qui mènent une politique pour la diversité ethnique ont 35% de chances supplémentaires d'avoir un rendement financier supérieur à la médiane de leur secteur d'activité. Ça fait réfléchir quand même. Et puis l'inclusion, elle, quant à elle, favorise la cohésion et l'esprit d'équipe. Ça, on en est absolument convaincus. Des collaborateurs qui se sentent intégrés et valorisés sont des collaborateurs fidélisés. Et on est sur un secteur en totale pénurie. Je pense qu'on a quand même beaucoup de questions à se poser. On a le dernier baromètre de l'OPCO Santé nous indique que nous manquons de 72 000 postes de soignants en France. C'est énorme. Donc, Impressionnant. oui, c'est très impressionnant, c'est même assez effrayant. Donc, je pense que le sujet de la diversité et de l'inclusion doit vraiment résonner, en tout cas, chez beaucoup d'entre nous. Et pour revenir à notre projet Handiforce, nous souhaitons, avec l'ensemble de nos partenaires, et j'en profite pour saluer nos UFA partenaires, eh bien, contribuer à faire évoluer les mentalités, les comportements,
essayez de dire c'est possible avant de dire c'est impossible, parce que vraiment ce impossible est assez insupportable. C'est aussi éviter de tourner la tête quand ça nous dérange. C'est travailler sur nos représentations et nos peurs de la différence, parce que beaucoup de choses, je trouve, tournent autour des peurs. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile, mais ce que je dis, c'est qu'on doit le faire, en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette introduction voilà, passionnante et puis sur votre engagement. Et voilà, pour continuer un petit peu à planter le décor, nous allons vous proposer de partager une vidéo. Alors, avant de la lancer, en fait, on aimerait vraiment connaître vos réactions, vos commentaires, parce que c'est une vidéo qui présente un peu les grands enjeux liés à diversité et inclusion, vraiment au sens large. Et en fait, l'idée, c'est est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez vécu des situations similaires? Alors, en fait, on a vraiment envie que ce webinaire, en fait, vous inspire, voilà, soit un peu l'occasion d'instaurer un dialogue et de prendre conscience aussi si vous avez rencontré des difficultés comme ça pour trouver des solutions ensemble. Alors, je crois que Stéphanie peut lancer cette vidéo. Et puis, nous attendons avec voilà, beaucoup de curiosité vos commentaires. Donc, allons-y. Oh. Oh, hi. Yeah, no, just do me some good old yoga. I didn't know you were into yoga. Oh, yeah, I've been doing it for years. Should I come back later? Yeah, I'll email you. Namaste. No. Yep. Yeah, we're so excited. We just painted the nursery. It's not long. Oh, Sal, could you send me those amended documents as soon as you can, please? Long now until the birth. So come out, baby. We want to meet you. Yeah. Your fiance's name's Justine. What? Give me that. Oh my gosh. You're right. It's meant to say Justin. Oh. It's a typo. What are you doing? Shredding it. Justin and I can't send these out. But, I should really ask for my money back. well, we have a paper shredder just over there. Someone getting married? Alors du coup, pour info, c'est une vidéo de SBS Australie, un groupe australien de télévision radio qui avait fait cette campagne pour valoriser le fait d'accepter chacun dans son unicité et de pas, voilà, surtout pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et donc, c'est une campagne qui date de 2018. Alors, est-ce que du coup, il y a quelques réactions? Est-ce que Aurélie a relevé quelques réactions de nos participants par rapport à cette vidéo? Non, pas encore. Ça Pas va encore. arriver peut-être un petit peu en décalé. Oui. En Du tout cas, coup, ils ont de l'humour. Hein. Exactement. Donc, la question, c'est vrai, voilà, c'est est-ce qu'on peut être complètement soi-même au travail? Est-ce que, à votre avis, il doit exister des barrières entre la vie personnelle, la vie professionnelle? Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de ce que vous pensez. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde, enfin, les nouvelles générations souhaitent vraiment, en ont assez de faire semblant et veulent vraiment voilà, être comme elles sont, sans devoir se dissimuler, sans autocensure, parce que l'autocensure, c'est terrible au quotidien. Donc, voilà, ça instaure une culture, une énergie où on nie en fait son véritable soi et ce qui ne peut pas avoir un effet bénéfique puisqu'on n'est pas libre de s'exprimer. Donc, Natacha, une question. Est-ce que oui. c'est seulement, une question de génération? Non, non, bien sûr que non. Mais je dirais que la génération actuelle, c'est une génération qui vraiment est en quête de sens et ne veut plus faire de compromis.
moi, je trouve qu'elle a bien raison. Moi, je pense que les générations précédentes, en fait, ont été forcées un peu de… Ça faisait partie du jeu de se formater énormément Oui, oui, et de se mettre beaucoup de pression. Mais finalement, moi, je pense qu'il n'en ressort pas nécessairement que des bonnes choses de tout ce formatage parce que, voilà, on n'est pas aligné avec qui on est. tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, bah, peut-être si voilà, donc Aurélie, n'hésitez pas si jamais vous avez des commentaires, mais sinon voilà, on peut peut-être partager aussi quelques chiffres révélateurs pour planter encore une fois aussi le décor, illustrer à quel point en fait la diversité, l'inclusion, c'est vraiment voilà, c'est un phénomène très actuel qui suscite beaucoup d'intérêt. Alors, est-ce que du coup, Stéphanie pourrait projeter les quelques chiffres, Oui, histoire qu'on puisse les partager avec vous? et en attendant, Natacha, on a un commentaire. Je Ah, pense que dans un monde parfait, nous pourrions tous travailler dans une structure qui nous ressemble. On devrait pouvoir être soi-même. c'est ça, exactement, et qui nous ressemble, mais ou du coup, qui accepte le fait qu'on puisse être tous différents Tout à et en fait. fait, n'essaye pas de changer en fait les individualités, mais on est comme on est. On n'a pas besoin voilà, de se modifier, on est en phase avec qui on est. Donc, effectivement, super commentaire. Et peut-être pas la peine d'attendre un monde parfait, hein, Non, exactement, exactement, parce que si tout on à attend un monde parfait, je pense qu'on va attendre très très longtemps, hein. Exactement, mais du coup, c'est pour ça que la démarche inclusive est tellement importante. C'est vraiment un état d'esprit et puis pour tendre vers un monde meilleur, j'ai envie de dire. Tout Donc, à fait. Tout c'est à fait. exactement ça. Donc, Alors, si on veut bien nous afficher les les chiffres, chiffres, est-ce merci que du coup… Stéphanie. ah, formidable. Voilà. Voilà. Donc, quelques chiffres, et vous allez voir, c'est quand même une claque. Enfin, voilà, tous ces enjeux liés à la diversité et à l'inclusion. Donc, comme je vous disais déjà au départ, donc les millennials et la génération Z vont représenter 75% des actifs en 2025. C'est la génération la plus diversifiée de l'histoire, qui a connu un brassage incroyable. Et cette génération-là, elle est en quête de sens, elle fait de la diversité une vraie priorité pour la qualité de vie au travail. Autre point, donc ça, c'est relatif maintenant à la diversité des générations. Dans 25 ans, imaginez, un tiers de la population de l'Union européenne sera âgée de plus de 65 ans. Donc, imaginez, voilà, ça va vraiment aussi, voilà, apporte un changement aussi au niveau démographique. Et autre statistique, seulement 35% des plus de 60 ans sont en emploi en France aujourd'hui. Donc, ça questionne aussi comment on va voilà, appréhender l'intergénérationnel, le fait que 4-5 générations se côtoient au travail. Autre statistique, cette fois-ci du Forum économique mondial, assez alarmante aussi, puisque du coup, on serait passé de 99 ans à 135 ans pour parvenir à une égalité de genre, soit un bond en arrière de 36 ans en raison du Covid, puisque le Covid a été très mauvais pour toutes les catégories de diversité. Donc, imaginez, 36 ans en arrière, après voilà, 2-3 ans de Covid. Ensuite, un pourcentage maintenant marquant aussi pour tout ce qui est sur le handicap. Imaginez 15% des personnes dans le monde vivent avec un handicap visible ou invisible. Et ce chiffre énorme, hein, quand on y pense, 15% de la population mondiale, Oui, c'est énorme. c'est énorme. C'est un chiffre en augmentation constante, puisque avec l'allongement des durées de vie, on va tendre, on va de plus en plus être confronté à des situations de handicap. Donc, et il y a encore beaucoup d'autocensure. On ne veut pas forcément, il y a beaucoup de choses cachées, beaucoup de handicaps invisibles. Donc, nous en parlerons la prochaine fois, mais imaginez, c'est une part énorme. Et enfin, maintenant, une statistique sur l'orientation et l'éducation sexuelle.
un quart des personnes LGBT+, disent avoir été victimes de discrimination en 2020. Donc pareil, c'est un chiffre. Tous ces chiffres, en fait, font prendre conscience à quel point la diversité et l'inclusion, c'est un enjeu de société vraiment important aujourd'hui et qu'on ne peut plus passer autour. Enfin, on est confronté et on doit trouver des solutions. Donc, ces chiffres permettent aussi d'enchaîner et de présenter les 5 grandes catégories de diversité et d'inclusion. Donc, si Stéphanie veut bien présenter du coup cette illustration-là sur les grandes catégories, puisque il existe 5 grandes catégories, j'ai envie de dire historiques, de diversité et d'inclusion. Donc, le genre et l'égalité homme-femme, les personnes en situation de handicap, la diversité culturelle, ethnique et religieuse, tous les sujets autour de l'intergénérationnel, la coexistence de différentes générations, et enfin, l'identité et l'orientation sexuelle, qui est également connue sous l'abréviation LGBT+. Plus pour inclure tous les types d'orientation et d'identité sexuelle. Mais ce qu'il faut savoir, ça c'est les 5 grandes catégories, c'est que quelque part, on a de plus en plus de types de diversité qui apparaissent. Diversité, enfin, on en prend conscience, la diversité cognitive, par exemple, la diversité aussi dans la manière d'apprendre. Alors, du coup, il peut exister énormément d'autres types de diversité, mais ça, c'est vraiment les 5 catégories historiques. Natacha, Voilà. est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est la diversité cognitive, s'il vous plaît? Alors, la diversité cognitive, c'est des différentes, par exemple, ça peut être voilà, l'autisme, mais aussi c'est la diversité cognitive, par exemple, dans la manière d'apprendre. Si on est plus, par exemple, visuel, si on est plus auditif, si on est… Voilà, ça a été élargi à la façon aussi dont chaque individu va apprendre de façon différente. Et l'idée maintenant, c'est en situation de travail d'essayer d'optimiser ça. C'est-à-dire quand on le sait, voilà, de jouer avec cette diversité-là pour que les messages soient mieux appris voilà, dans une situation de diversité cognitive. Ce qui est également très appliqué déjà dans le système éducatif, par exemple en Finlande, où on s'adapte, voilà, on adapte le système pour que le système, à l'individualité, à la façon dont chaque enfant apprend le mieux. Il y a vraiment une écoute pour avoir plus d'efficacité et d'impact. Ce qui, à mon sens, est vraiment très pertinent. Donc, Bien sûr. voilà. Donc, est-ce que, voilà, donc du coup… On a un commentaire, Natacha. Ah oui, super. Très difficile d'être performant et efficace quand on s'oublie soi-même. La démarche inclusive permettrait à tout un chacun d'améliorer la vie au travail, qui est le lieu où la population passe la plupart de son temps. Bah exactement, c'est tout à fait ça. On passe beaucoup de temps et je pense que aussi la pandémie a vraiment fait réaliser aussi, a accéléré une prise de conscience d'une tendance qui était déjà là. Et aujourd'hui, on veut voilà, concilier les temps de vie. La frontière finalement entre professionnel et personnel, elle devient de plus en plus fine. C'est-à-dire aussi, aujourd'hui, on se rend compte, voilà, on ne peut pas isoler, on fait du télétravail, voilà, on a une souplesse maintenant. Et finalement, cette souplesse, ça permet de vivre mieux. Et quand on vit mieux, on est plus efficace, on est plus épanoui. Enfin, voilà, ça enclenche toute une dynamique très positive pour tout le monde. Donc, eh bien, merci beaucoup pour ce commentaire. Donc, avons-nous d'autres commentaires ou est-ce qu'on passe du coup à la suite? Moi, je pense que c'est très intéressant pour la fidélisation des personnes. Et je crois que ça aussi, c'est un sujet dans notre secteur d'activité. On est en pénurie, donc il faut être à la fois attractif. Donc, c'est intéressant aussi de ce côté-là. Et du côté de la fidélisation, on a vraiment là des clés de compréhension, me semble-t-il, pour travailler sur ces sujets. Exactement. Et puis, pour faire en sorte, si les gens se sentent bien,
individuellement, on va se sentir bien collectivement et on sera mieux et plus efficace et plus performant. Enfin, voilà, c'est effectivement. Donc, Alors, parce j'ai une question qui arrive. Les entreprises françaises sont-elles préparées à ces évolutions dynamiques, notamment les RH? C'est une bonne question. Eh bien, les RH, bon, justement, j'interviens avec pas mal de masters RH. Voilà, c'est un sujet maintenant prioritaire. Il y a beaucoup de choses qui changent dans le métier RH. On évolue vers de plus en plus d'enjeux, justement, où on devient plus un coach, en fait. Alors, avant, on était très emprisonné sur les choses réglementaires, enfin, fixé, je dirais pas emprisonné, mais fixé sur des aspects réglementaires. Et aujourd'hui, les RH doivent accompagner. Mais en fait, ça dépend du degré de maturité des organisations parce que il faut une vraie prise de conscience et la diversité, l'inclusion, ça suppose une démarche vraiment globale et transversale, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut que tout le monde soit concerné. Et donc, ça suppose une organisation qui met les moyens, qui investit, qui dit je veux et qui du coup se fixe des objectifs et implique tout le monde. Donc, voilà. Donc, en fait, forcément, vous allez avoir des organisations qui sont très motivées, très impliquées et d'autres organisations qui vont être plus réticentes parce que ça implique tout un changement aussi dans la culture, dans les mentalités, une transformation en fait du monde de l'entreprise. Oui, oui, il y a de la conduite au changement qui est importante. Et Exactement. de ce que vous dites, on comprend aussi que c'est d'abord une affaire de politique d'entreprise, de dirigeants. Hein, ça commence par le haut pour effectivement embarquer toutes les équipes dans cette. Oui, ça prend du temps et c'est quelque chose d'assez, voilà, nouveau. C'est un process qui prend du temps, mais le process est en marche, ça c'est sûr. Donc, oui, et on verra tout à l'heure, Natacha, que finalement, avec des petites choses, on n'est pas obligé d'avoir forcément des grandes actions tout de suite. On peut très vite mettre en place ce qu'on appelle des petites actions qui sont déjà intéressantes pour démarrer. Tout à fait. En fait, la diversité, l'inclusion, ça commence par des petites choses et il y a aussi après une ambition de transformation, mais qui va prendre plus de temps. Et il faut les deux. Voilà, c'est la politique des petits pas. Et puis après, on va créer aussi une dynamique voilà, de changement progressif. Il ne faut pas arriver de manière trop brutale. C'est un process voilà, progressif. Donc, Tout à fait. Alors, une question qui vient d'arriver. D'autres pays sont-ils plus en avance par rapport à la culture professionnelle française? Pourrait-on s'en inspirer? Ah bah toujours, c'est-à-dire que je pense que voilà, un certain nombre de pays sont beaucoup plus, bon, je dirais des pays plus petits aussi sont plus au fait de ces changements. Les États-Unis, bien sûr, bah on va y revenir parce que ça donne la bonne transition pour parler un peu de l'histoire de diversité et inclusion. Les États-Unis sont toujours en avant sur tout ce qui est soft skills et sur tout ce type de thématiques. La France, voilà, en a conscience aussi, mais voilà, c'est un pays qui généralement est un peu plus voilà, traditionnel, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est en marche, ça dépend vraiment des organisations. Effectivement, il existe beaucoup de bonnes pratiques que l'Union européenne essaye aussi de partager maintenant sur un site et en récompensant aussi des villes, par exemple, inclusives. Barcelone et Cologne ont été récompensées, par exemple, pour leur politique inclusive. Donc, mais il y a une espèce de voilà, prise de conscience maintenant et on essaye de structurer tout ça. Donc, voilà, donc c'est ça qui est passionnant. Mais oui, donc définitivement, on peut s'inspirer des bonnes pratiques, pas seulement au niveau des pays, mais aussi des organisations qui mettent en place des politiques inspirantes. Voilà. On vous mettra des références dans le replay du webinaire, justement, par rapport à tout ce que Natacha évoque. Exactement. Donc tout ça, voilà, ça, c'est une bonne transition pour un petit peu parler d'histoire maintenant, de diversité et inclusion, parce que le concept vient des États-Unis. Alors au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, il s'agissait de mettre en place des dispositifs de discrimination positive, des quotas pour réparer des injustices du passé à l'encontre de certaines catégories de population. Et dans les années 80 et 90, la façon d'appréhender les choses a beaucoup évolué.
puisque la diversité a été perçue comme une véritable opportunité et un levier de performance. Et c'est là que le diversity management, ce métier en fait, est apparu dans le champ des RH. Et c'est à partir de ce moment-là que ces services ont été un peu exportés un peu partout dans le monde. Et je dirais que du coup, les mentalités ont évolué d'un discours qui au départ était très peur du gendarme et très axé autour de la lutte contre les discriminations. Et ça a évolué vers une approche beaucoup plus, entre guillemets, positive, dans le sens où on parle d'inclusion, de la reconnaissance de l'unicité de chacun, et on parle vraiment de cohésion, d'inspiration, de créativité. Enfin, on a un peu changé la façon d'appréhender les choses. Mais attention, les deux approches sont nécessaires, c'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de problèmes de discrimination. Et donc, il faut garder, voilà, bien sûr, respecter le cadre et punir les agissements, les écarts, etc., mais aussi le compléter avec une approche inclusive et où on essaye de sublimer un petit peu l'unicité de chacun. Et en fait, historiquement, maintenant, il y a eu une vraie tendance avec les hashtags, donc qu'on peut voir là à l'image, donc avec Black Lives Matter. C'est le mouvement de colère né aux États-Unis en 2013 contre les violences policières à l'encontre de la population noire américaine, et c'est devenu vraiment mondial après l'assassinat de George Floyd en 2020. Et autre chose, on a eu MeToo, hashtag MeToo, qui a encouragé les victimes d'agressions sexuelles à libérer leurs paroles avec le slogan qui a été... Alors, il a été introduit en 2007, puis relancé en 2017 en hashtag lors de l'affaire Weinstein qui a fait trembler tout Hollywood. Et donc, en France, il a même été décliné un peu à la sauce locale en s'appelant du coup « Balance ton porc ». Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir sur la slide cette référence-là aussi. Et je dirais que ces hashtags ont vraiment mis un coup de projecteur sur tous les enjeux diversité et inclusion. Donc, ça a vraiment à nouveau encore suscité un intérêt exponentiel et mondial puisque ça a vraiment créé le buzz et un buzz énorme. Donc, voilà. Alors, j'en profite aussi pour mentionner qu'en France, vous avez une autorité qui s'appelle là où le défenseur des droits, qui est une autorité indépendante instituée en 2011 et en fait n'importe quel citoyen peut saisir directement et gratuitement cette autorité pour en fait dénoncer des discriminations. Donc je crois qu'on peut vous mettre le lien dans le chat. Oui, c'est fait. Voilà, super, magnifique. Et donc, voilà. Donc, si vous êtes victime de discrimination, sachez que vous avez une autorité compétente que vous pouvez saisir directement et gratuitement. Voilà. Est-ce que sinon, il y avait des questions auxquelles répondre ou... Pas pour le moment. Pas pour le moment. Bon, ben, continuons. Et là, on va maintenant mettre les choses au clair sur les notions. Parce que en fait, voilà, on a plein de notions, diversité, inclusion, comme vous le disiez, Corinne, au début, et on a tendance à un petit peu mélanger. Alors, la diversité, c'est la reconnaissance de toutes nos différences et spécificités. L'inclusion, c'est autre chose. L'inclusion, ça vise à créer une culture qui promeut l'équité et qui respecte, accepte et valorise les différences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une organisation, elle peut avoir beaucoup de diversité, mais ne pas du tout être inclusive. La diversité, c'est un fait. En revanche, l'inclusion, c'est vraiment un choix. Et là, effectivement, vous voyez avec la slide, merci beaucoup Stéphanie pour le partage de cette slide, c'est du coup une expression devenue mythique de Verna Myers, experte et activiste diversité et inclusion, qui nuance les deux termes avec une expression très connue qui dit « La diversité, c'est être invité à la fête et l'inclusion, c'est se faire inviter à danser. » L'inclusion, ça veut dire quoi? Ça suppose en fait une volonté manifeste
de faire bouger les choses ensemble. Ça va au-delà de l'intégration parce que ça suppose une forme de réciprocité. Avec l'intégration, avec l'intégration, on attend de l'individu qu'il s'adapte, alors qu'avec l'inclusion, l'organisation, elle fait un effort pour s'adapter aussi et accueillir les différences. Et maintenant, en fait, il y a encore un nouveau terme qui est apparu, c'est le sentiment d'appartenance ou belonging. Et ça, c'est la nouvelle quête du Graal, si je puis dire, puisque, en fait, le sentiment d'appartenance, ça représente le lien d'affection entre une organisation et ses salariés. C'est se considérer comme partie prenante d'une communauté grâce à une vision partagée. Et en fait, ce sentiment d'appartenance, ça rime avec l'engagement, ça rime avec le bien-être et ça rime avec performance. Et donc, à ce stade-là, les salariés deviennent des vraies ambassadrices et ambassadeurs de l'organisation. On a un véritable sens du collectif. Et pour juste terminer sur la métaphore de la fête, le sentiment d'appartenance, c'est être invité à organiser la fête ensemble. Donc, ça permet de bien illustrer. Et aujourd'hui, les organisations, c'est ça qu'elles recherchent. C'est vraiment ce sens du collectif. Et je crois que Adaforce est très, très impliqué et concerné par ce sentiment d'appartenance qui est tellement important pour souder tout le monde, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que moi, c'est un concept que je travaille depuis plusieurs années maintenant et que j'ai essayé de partager avec l'équipe que je dirige aujourd'hui à l'Adaforce, mais je crois que le mieux, c'est d'écouter un témoignage, sans doute. Voilà. Le témoignage, il s'agit de Lorraine Lamy, qui est chef de projet communication au sein de l'Adaforce. Bonjour, je m'appelle Lorraine et je suis chef de projet communication à l'Adaforce. Aujourd'hui, on m'a demandé de témoigner de mon sentiment d'appartenance pour l'association. Pour cela, laissez-moi vous raconter mon histoire professionnelle. Je suis arrivée à l'Adaforce lorsque j'avais 18 ans en tant que stagiaire lors de mes études de communication. Ma première mission étant de créer le premier dossier de presse de l'association. Mon stage devait durer 2 mois, je suis finalement restée pendant mes 3 ans d'études. Une fois diplômée et après une année à l'étranger, j'ai rejoint l'équipe en tant qu'assistante de communication. J'ai ensuite évolué vers le poste de chargée de communication et aujourd'hui, j'ai été promue chef de projet. Durant ces 12 ans et malgré d'autres expériences professionnelles, je suis toujours revenue à l'Adaforce. Depuis le premier jour, ma relation avec ma supérieure est basée sur une confiance respective. C'est aussi le cas avec mes collègues. Ici, il règne un esprit de grande famille où l'entraide est une de nos valeurs principales. Malgré nos parcours de vie différents et nos vies professionnelles différentes, nous partageons tous les mêmes valeurs et savons les mettre au service de l'association. Nous sommes tous uniques, nos spécificités sont prises en compte et mises en avant, mais nous sommes un au service de l'association, comme des pièces d'un puzzle qui, une fois réunies, peuvent répondre aux objectifs. Pour moi, le sentiment d'appartenance, c'est cela, l'individuel au service d'un tout. Je vous promets que je ne l'ai pas payé pour dire ça. Quelle belle métaphore, mais c'est exactement ça. Donc voilà, formidable. Quel beau pari. Mais c'est vrai que c'est un travail de tous les jours. Ah oui, Voilà, effectivement. Et tout ça, ça demande les efforts et un investissement vraiment au quotidien. Et c'est là, en fait, qu'on fait bouger les choses et qu'on... Effectivement, hein, mais c'est une belle aventure et puis ça permet, quand on arrive à ce point-là, c'est formidable. Le puzzle ensemble, uni comme ça, magnifique. Oui, et on a les résultats à l'arrivée. Les résultats à la fois, les résultats chiffrés, mais les résultats qualité aussi. Je crois que c'est important de le dire. Exactement, c'est vraiment que des choses positives en fait, un cercle vertueux qui se met en marche. Alors comme on parle tout ce qui est diversité et inclusion, en fait, on doit absolument, quand on aborde ce sujet-là, parler des biais cognitifs, des stéréotypes et des discriminations. Pourquoi ?
parce que, en fait, nous percevons le monde à travers nos biais cognitifs. De quoi s'agit-il? En fait, c'est un schéma de pensée trompeur et pourtant faussement logique qui permet d'accélérer la prise de décision. En gros, c'est une illusion d'optique. Notre cerveau, il ne peut pas assimiler toutes les informations et traiter toutes les informations qui lui arrivent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il les filtre, il prend des raccourcis. Et donc, il simplifie notre environnement avec des stéréotypes, des croyances, des catégorisations. C'est un espèce de réflexe pour économiser nos efforts et nous protéger de l'inconnu et d'un danger éventuel. Mais le problème, c'est que ces biais cognitifs, ils conduisent à des erreurs de perception, de jugement et à des discriminations reproduites de manière inconsciente. C'est ça en fait qui est terrible, c'est que c'est reproduit de manière inconsciente à la fois par les individus, mais aussi par les organisations. Et là, on va vous inviter à découvrir cette vidéo. Et ce qui nous intéresserait vraiment, c'est est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de situation? Est-ce que vous avez vécu des préjugés comme ça, injustes? Alors surtout, encore une fois, on est vraiment friand de vos histoires, de vos partages, puisque c'est ce qui nous permettra aussi de proposer plein de belles choses et de solutions innovantes. Voilà. Allez, action donc. Eh oui. Personne ne t'a jamais dit qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, Alors, voici un petit guide pratique à garder en tête pour mieux comprendre ce qui se passe dans le labyrinthe toxique des idées reçues. D'abord, il y a les stéréotypes. Ce sont des croyances que tu as sur les caractéristiques personnelles des autres, mais tu sais pas trop d'où elles sortent. Et il y en a pour tous les goûts. Les Suisses raffolent du chocolat, les filles n'aiment pas le foot, les comptables ne sont pas drôles. Bref, des opinions toutes faites. Que tu aies des stéréotypes, c'est tout à fait normal. Tout le monde en a. C'est ton environnement social qui te les a transmis depuis ta petite enfance pour que tu puisses dompter ta peur de l'inconnu en mettant des étiquettes sur tout ce que tu ne connais pas. Mais quand tu te retrouves face à quelqu'un issu d'un groupe auquel tu as collé un stéréotype, il pourrait se transformer en préjugé. Et sans même connaître la personne, tu auras un ressenti sur elle, direct. Typiquement ici. Qui te semble le plus à même de résoudre cette équation? Eh oui, comme dirait Albert, il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et c'est là où ça devient problématique, puisque ces préjugés ont une fâcheuse tendance à impulser des actes discriminatoires. Si je pense que les Asiatiques sont forts en sciences, je présume que cette personne l'est forcément. Et je lui offrirai le poste de prof plutôt qu'à l'autre. Ah ouais. Hostilité, exclusion, différence de traitement. Quand un comportement est dicté par un préjugé, c'est de la discrimination. Et voilà. Donc, Je crois que c'est très clair, hein, si on n'a pas compris les messages. Et pourtant, on est quand même bourré de stéréotypes, préjugés, et parfois on discrimine. et oui, on s'en rend pas compte parce que là, le film, bon, ça met un petit peu, ça surligne des tendances. Quand c'est plus subtil et moins, manifeste, on s'en rend même pas compte. Alors en fait, ce piège, c'est quand des stéréotypes qui sont comme ça, en fait, des formes de catégorisation, on en découle un jugement de valeur sur une personne et ensuite un traitement qui n'est pas juste. C'est là en fait où ça pose problème. Et donc, il est vraiment crucial de prendre conscience du fait qu'on est soi-même en fait victime de ses propres biais cognitifs et d'éviter en fait les conséquences. Alors, c'est quoi les conséquences? C'est ce qu'on appelle le syndrome du clone. Qu'est-ce que c'est ce syndrome? C'est qu'on a tendance à favoriser des gens qui nous ressemblent sans même nous en rendre compte, par peur de la différence, parce que ça nous rassure inconsciemment. Et donc, c'est vraiment crucial d'en prendre conscience pour essayer de combattre ces biais cognitifs
Et comment peut-on procéder? Alors, par exemple, bon, première chose, prise de conscience. Et deuxième chose, c'est après essayer d'avoir des mécanismes de prise de décision en équipe, ce qui permet déjà un petit peu voilà, d'être dans une dynamique collective et de confronter ses propres biais à d'autres personnes. Et aussi des process qui reposent sur des critères objectifs voilà, qui s'appliquent à tout le monde de manière juste et équitable. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est changer les perceptions avec ce qu'on appelle les rôles modèles. Les rôles modèles, c'est des personnes qui vont avoir des parcours voilà, qui changent qui bousculent un petit peu les représentations. Et mettre la lumière sur ces rôles modèles, ça permet de faire évoluer les mentalités. Donc, J'ai un commentaire. oui. Je porte des docks et une parka kaki. Ma direction est persuadée que je suis une punk à chien. Mais c'est tout à fait ça, en fait. C'est exactement, voilà, ces fausses idées. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup l'idée aussi de, par exemple, même CV sans photo, sans nom. Enfin, voilà, justement, de ne pas être tombé dans ce piège d'associer comme ça une image, d'associer une adresse, d'associer une information à quelque chose par rapport à son propre vécu qu'on va trouver plutôt sympathique ou qu'on va associer à des choses plutôt négatives, mais du coup, qui vont induire un traitement ou une analyse qui est complètement erronée, en fait. Exactement. Donc, C'est vrai que c'est difficile, Natacha, quand même. On est quand même très spontanément, on a des stéréotypes et des préjugés. Enfin, dans la journée, c'est difficile de se freiner, non? c'est très difficile, d'autant plus. Mais déjà, essayer d'y travailler, d'en avoir conscience et d'être dans une démarche voilà, de process voilà, où on essaye d'appliquer les mêmes règles à tout le monde de manière voilà, équitable. Voilà. Mais déjà, le premier pas, c'est d'en prendre conscience et de réaliser qu'on en est victime nous aussi. Et Eh c'est oui, pas quelque chose de conscient, c'est vraiment, en fait, c'est un réflexe de notre cerveau. Et c'est d'avoir conscience que ce réflexe, il peut nous induire dans des erreurs et on s'en rend pas vraiment compte. Donc, il y a un gros travail à faire, en particulier pour tout ce qui est un travail à faire pour tout le monde, mais il y a des gros enjeux quand on parle de ressources humaines, en fait, de gestion des ressources humaines, puisque voilà, pour ne pas prendre des décisions et se retrouver avec que des profils similaires. C'est terrible. Enfin, du ah coup, oui, c'est terrible. Oui. et finalement, on n'a plus du coup, quand on atteint ce stade-là, on est dans une logique où collectivement, la différence va être perçue comme quelque chose de dérangeant, puisqu'on aura une espèce de groupe avec que des caractéristiques similaires. Et c'est là où finalement, ces biais vont devenir quelque chose d'inhérent à une organisation. Et là, c'est terrible, puisque on a l'impression en plus, c'est légitimé par notre environnement, quoi. Donc, Oui, tout à fait. donc voilà, la mixité, la diversité, ça nous permet aussi d'ouvrir les yeux sur des perspectives différentes et ce qui est toujours un plus, puisqu'on se remet en cause, voilà, on pense différemment. Donc, voilà. Juste revenir, Natacha, sur le sentiment d'appartenance qui fait Ouais. réagir. Est-ce que toutes les entreprises peuvent réussir à développer un vrai sentiment d'appartenance ou faut-il quelques prérequis? Intéressant. Eh bien, c'est un sujet complexe. Encore une fois, s'il y avait une recette miracle, je pense que ça se saurait. Mais disons que déjà, si une organisation, elle est inclusive, elle valorise les individus, elle raisonne en termes de vraiment voilà, d'équilibre des temps de vie, qu'elle est à l'écoute. Enfin, voilà, il y a certaines, voilà, être inclusif, c'est déjà faire un pas vers, du coup, sentiment d'appartenance et engagement. Maintenant, ça ne suffit pas, ça suppose vraiment des gros efforts. Comme vous dites, c'est une transformation progressive et en fait, ça suppose aussi que cette approche s'infuse à tous les niveaux.
c'est-à-dire au niveau management, mais au niveau middle management, au niveau à tous les niveaux, à tous les niveaux de la hiérarchique, à tous les niveaux de l'organisation, que ce soit vraiment incarné, quoi. Et voilà, il n'y a pas, je pense, de recette miracle, il y a des bonnes pratiques Des bonnes à partir pratiques. à partir desquelles on peut s'inspirer. Mais en gros, ça, c'est la nouvelle obsession, si je puis dire, des organisations, c'est d'avoir, par exemple, quelle meilleure pub on peut avoir que des salariés qui vont eux-mêmes publier des choses positives de l'organisation sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas mieux. Voilà. Mais il faut arriver à ce point-là, que le salarié soit tellement bien dans son organisation qu'elle ou il soit prêt à dire aux autres, au monde extérieur, mon organisation est géniale, venez travailler là, on a fait ça, c'est formidable. Enfin, voilà. Mais ça demande beaucoup, voilà, un gros travail collectif, des efforts de tout le monde. Oui. Je pense que le fait aussi de faire confiance à ses collaborateurs, de leur donner de l'autonomie et de se dire qu'ils ont tous des talents, c'est vraiment important. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaye de faire et de travailler beaucoup en mode projet. Le collectif, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense que c'est quelques pistes, en tout cas. Exactement. Et ensemble, on grandit, on est plus fort et on grandit. Voilà. Et chacun, en plus, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ça qu'il faut en être convaincu. C'est-à-dire que chacun a vraiment les qualités, les aptitudes, les compétences nécessaires. Il y a forcément quelque chose de bien en chacun de nous, quelque chose d'unique en chacun de nous, et on doit effectivement, le management, pour moi, c'est son rôle, doit pouvoir justement les faire s'épanouir, le faire éclore. Voilà. Exactement, et on doit miser. En fait, c'est ce qui crée aussi l'intelligence collective. Parce que si on est dans une logique où chacun raisonne au niveau personnel, on atteint des limites. Et c'est vrai qu'on est dans une intelligence collective, on a aussi une démarche on évolue. On évolue individuellement, on évolue collectivement. Donc, effectivement, voilà, c'est passionnant, mais voilà, comme on dit, faut s'inspirer des bonnes pratiques et ça demande vraiment un investissement important et puis que tout le monde soit concerné et puis alors la magie opère. Voilà. Très bien. Et bien, du coup, je voulais aussi parler un petit peu des dilemmes liés à diversité et inclusion, donc brièvement, parce que parfois, dans les approches diversité et inclusion, on peut avoir un peu des crispations ou des effets inverses, parce que si les politiques diversité et inclusion ciblent uniquement certaines populations, parfois, ça peut susciter un peu des réactions de ceux qui ne sont pas concernés, puisqu'ils auront l'impression d'être un petit peu exclus aussi. Et donc, c'est vrai que la tendance en ce moment, dans tout ce qui est approche diversité-inclusion, c'est certes, on doit mener des actions ciblées, des priorisées selon les besoins des différentes catégories de diversité, mais c'est aussi très important d'aborder une approche holistique et transversale pour avoir vraiment une attitude inclusive globale dans laquelle chacun se sent écouté, considéré. Par exemple, si vous organisez un groupe de parole sur le sujet du handicap, gardez en fait cette initiative ouverte à tout le monde et ne pas, par exemple, dire c'est uniquement pour les personnes en situation de handicap. Enfin, avoir cette espèce toujours de logique globale. Et c'est là où, du coup, je voulais partager aussi avec vous quelques conseils pour réussir sa démarche diversité et inclusion. Donc, comme je le disais là, c'est adopter aussi une approche globale et transversale, c'est-à-dire penser à tout le monde aussi, même quand on fait des actions ciblées, pour que tout le monde se sente écouté, valorisé dans son unicité, quel que soit le type d'unicité. Deuxième point, c'est par exemple vraiment incarner aussi sa politique diversité-inclusion, puisque c'est comme ça qu'on va dépasser l'affichage, puisqu'on va vraiment adapter la diversité et l'inclusion
au contexte spécifique de son organisation. C'est exactement ce que fait maintenant Adaforce aussi avec toute cette académie. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être dans une logique de co-construction où on écoute les besoins, et ensuite on apporte des solutions ensemble. Et c'est comme ça qu'on met en place quelque chose qui est adapté au contexte. Ensuite, un troisième point, c'est vraiment d'avoir en tête les valeurs d'équité et de justice. Quels que soient les types de décisions qu'on va prendre, être guidé, c'est un peu la boussole. La boussole, c'est est-ce que c'est équitable et juste est-ce qu'on peut défendre cette initiative? Est-ce que c'est vraiment équitable et juste? Est-ce que ça ne va pas être ressenti différemment? Donc, avoir vraiment cette boussole intérieure. Comme je le mentionnais aussi tout à l'heure, avoir ce mélange de vision stratégique, à la fois pluriannuelle, avec la volonté de transformer sur une durée plus longue, mais aussi des réalisations concrètes, vraiment au quotidien. Et enfin, se doter d'indicateurs pour essayer quantitatifs, qualitatifs, pour prendre un petit peu la température de l'organisation et vérifier que d'une année à l'autre, on va évoluer. Donc voilà. Et c'est vrai que si on arrive à mettre en place tout ça, là, l'inclusion, c'est vraiment un effet disruptif. Donc, je pense qu'on peut passer ensuite à cette image-là, puisqu'en fait, on enclenche une circularité positive on part d'un bien-être individuel, la reconnaissance, l'engagement, la motivation. Ça induit un bien-être collectif, cohésion, équité, justice sociale. Ensuite, ça agit sur la performance sociale, économique. On est ensuite dans l'intelligence collective et on va attirer les talents. Et hop, on part dans cette circularité. Et donc, beaucoup d'études, par exemple une étude du Boston Consulting Group de septembre 2021, estiment que les sociétés dotées d'une culture d'entreprise inclusive possèdent des salariés plus épanouis, plus investis et moins stressés. Elles ont 60% de chances supplémentaires de voir leur profit et leur productivité augmenter, d'avoir une meilleure réputation, de mieux attirer et conserver les talents ou encore d'engendrer plus de créativité et d'innovation. Et cette fois-ci, c'est un rapport du Bureau international du travail. Voilà. Donc, je crois que c'est juste très convaincant pour lancer une démarche inclusive, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Natacha. Et on pourrait peut-être donner quelques exemples concrets de mise en œuvre d'une politique diversité handicap, des choses très, très concrètes, hein, comme on l'a dit Diversité tout à inclusion, l'heure. oui, bien sûr, avec Voilà. grand plaisir. Donc, effectivement, notre objectif, c'est aussi de partager des choses simples à mettre en œuvre assez facilement. Donc, par exemple, quelques pistes, c'est sensibiliser et former vos équipes à diversité et inclusion. Ça, c'est déjà une piste assez simple et très importante, justement, pour une prise de conscience. Ensuite, organiser des communautés thématiques pour libérer la parole. Et ça permet en fait des groupes de parole ou des communautés de parole où on peut favoriser des échanges d'expériences, où on peut libérer la parole sur des sujets, les sujets de diversité, d'inclusion. Et là, encore une fois, c'est vos collaboratrices et collaborateurs qui vont peut-être vous dire « Ah, on aimerait beaucoup organiser un groupe sur tel sujet ou tel sujet ». Et c'est là qu'on va fédérer et avoir vraiment remonter des informations. Ensuite, autre piste, c'est de faire témoigner des rôles modèles. Donc, on en parlait déjà tout à l'heure. Les rôles modèles, c'est vraiment des parcours exemplaires qui permettent de changer un peu les mentalités, comme l'histoire de quelqu'un qui a un autre parcours, une autre tenue, un parcours original et ça marche. Et en fait, faire témoigner ces personnes-là, ça va avoir un effet inspirant et ça va casser un petit peu les stéréotypes dont on parlait tout à l'heure. Autre piste aussi, c'est par exemple désigner des ambassadrices, ambassadeurs thématiques
qui représentent les différents sujets diversité et inclusion dans les organisations et peuvent être les interlocuteurs et trices de la référente diversité et inclusion. Et enfin, participer à des événements diversité et inclusion, des journées thématiques, ou par exemple le mois de la diversité qui est organisé toujours au mois de mai par l'Union européenne. Et là, on va vous proposer un lien aussi pour l'Union européenne a mis en place un guide avec des idées pour participer à ces événements, des idées extrêmement concrètes. Donc, voilà. Est-ce que peut-être vous avez aussi d'autres idées que vous voudriez partager sur… En tout cas, les exemples que vous venez de donner, moi, me donnent déjà des idées à mettre en œuvre avec nos partenaires. Je pense à nos écoles partenaires. Il y a vraiment déjà des choses à faire très intéressantes. Et puis, pas très compliquées finalement à mettre en œuvre. Non, non, c'est déjà créer l'environnement déjà pour que les gens, pour que les salariés puissent s'exprimer et à partir de là, instaurer un dialogue et co-construire ensemble une approche sur mesure. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Formidable. Alors, je crois justement que là, on a une partie un petit peu dédiée aux bonnes pratiques de Adaforce et un témoignage, je crois, que vous voulez partager. Donc, je vous laisse en dire plus. Oui, il s'agit de Aurélie Vega, qui est notre chargée de projet RH diversité et handicap. On a voulu créer ce poste pour montrer un signe fort aussi dans notre organisation. Et je vous propose d'écouter Aurélie sur son rôle et ses missions au sein de l'ADAFORCE concernant ce sujet. Formidable. Bonjour, je me présente, je suis Aurélie Vega, la chargée de projet RH et la référente diversité handicap du CFA ADAFORCE. Mon poste a été créé sur mesure afin d'engager une démarche autour du sujet de la diversité et du handicap. De mon côté, j'ai à cœur d'accompagner les apprentis qui se trouvent dans une situation nécessitant un accompagnement personnalisé. Je veux par exemple les aider à effectuer leurs démarches administratives, trouver des solutions et adapter les parcours d'apprentissage ou encore les suivre leur parcours en entreprise. J'ai également pour grande mission de fédérer l'ensemble des partenaires de l'ADAFORCE autour de ce grand engagement. Et cela passe par la création et le développement d'HandiForce. Alors aujourd'hui, HandiForce, c'est quoi? C'est un travail collaboratif avec nos instituts de formation partenaires, avec notamment l'élaboration d'un process d'accueil commun à destination de nos apprentis bien sûr. Je profite de ce webinaire pour remercier l'ensemble des instituts de formation partenaires qui ont apporté leur contribution à cet énorme travail. C'est aussi le développement d'un réseau fort de partenaires et la préparation et la diffusion de webinaires afin de partager nos connaissances sur ce sujet. Et demain, HandiForce, c'est beaucoup d'autres défis à relever ensemble et notamment la création d'un réseau composé d'employeurs prêts à se mobiliser pour faire bouger les lignes. L'individualisation de chaque parcours d'apprentissage en fonction du projet de l'apprenti et de sa situation est, j'en suis certaine, un facteur clé de réussite. À l'ADAFORCE, nous sommes convaincus que la différence est un réel atout dans notre société actuelle et qu'elle doit être mise à l'honneur au quotidien. Alors, sans plus attendre, rejoignez-nous. Voilà, je crois que bon, les missions sont clairement définies par Aurélie, qui est derrière la caméra. Donc, il y a déjà un travail qui a été effectivement entamé avec nos écoles partenaires, mais on a encore un long chemin à parcourir parce que c'est vrai que dans notre secteur d'activité, notamment par exemple sur le handicap, puisqu'on a mis focus effectivement sur cette partie-là, on a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de réticences, beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de peurs, de freins, et nous devons vraiment faire un travail en profondeur et qui va être long. Le chemin va être long, mais il est passionnant et on le sait, il y a pas mal aussi de personnes motivées qui souhaitent nous accompagner et j'espère voilà, qu'on va pouvoir faire bouger les lignes, en tout cas sur cet aspect-là.
Ah bah, en tout cas, c'est formidable. Et puis, du coup, votre référente diversité Aurélie a du travail, un travail passionnant. Oui, tout à Et, fait, tout à fait. et je crois que du coup, vous pouvez la contacter, c'est ça Exactement, ces coordonnées vont apparaître dans le chat, hein, donc n'hésitez pas effectivement à prendre contact avec elle. Formidable. Alors Natacha, cela fait déjà un tout petit peu plus d'une heure qu'on est ensemble, le temps passe très très vite. Je vous propose qu'on passe au challenge du jour. Effectivement, c'est passionnant. Donc, le challenge, alors attention, c'est passionnant. Je vous laisse expliquer tout ça. Alors, donc Aurélie vient de vous décrire hein, les enjeux et ce que nous faisions sur HandiForce. Et aujourd'hui, on souhaiterait avoir un slogan pour HandiForce. Donc, je remets ça dans vos mains à tous et j'espère que vous aurez des idées à nous faire partager. Donc, vous pourrez trouver sur le campus toute la description hein, encore plus importante du projet HandiForce, mais j'aimerais bien effectivement une contribution de votre part. Je sais que vous êtes tous très créatifs et que vous allez pouvoir nous aider à trouver un slogan. Alors, pour vous motiver, hein, je vous avais promis quelque chose en début de webinar, pour vous motiver, la personne qui nous donnera ce slogan, enfin en tout cas que nous aurons choisi, eh bien cette personne, nous lui offrirons un dîner dans un restaurant à Paris qui s'appelle Dans le Noir. Voilà, c'est une expérience assez originale qui permet eh bien, de développer ses autres sens plutôt que la vue. Voilà. Donc, si ça vous dit, à vos plumes, et on attend effectivement vos idées. Je pense qu'on vous fera un retour au prochain module, c'est-à-dire le 6 avril avec Aurélie. Donc là aussi, Aurélie vient de mettre sur le chat son adresse mail et son téléphone. Vous pouvez bien sûr remonter toutes vos idées auprès d'Aurélie. Voilà, merci d'avance pour vos contributions. Ah, bah, je suis curieuse d'entendre les slogans, les idées. Je suis sûre qu'on aura des idées formidables. Et puis, en plus, ce cadeau, c'est quand même voilà, un prix incroyable, une expérience formidable. Donc, Oui, c'est une bonne ouais. expérience, effectivement, pour travailler sur ces sens. Eh bien, je crois que c'est l'heure, malheureusement, Natacha, de conclure ce webinaire, parce qu'on aurait encore tant d'autres choses à dire, mais bon, il faut qu'on puisse libérer nos auditeurs. Donc, je vous laisse bien sûr le mot de conclusion. Oui, alors c'était voilà, passionnant, c'est passé très très vite, mais heureusement, nous nous retrouverons bientôt. Et en fait, moi, j'ai envie de conclure avec une phrase, c'est que ensemble et différents, nous sommes plus forts. Alors, comme vous savez, je suis une Européenne convaincue et j'ai envie de reprendre le slogan de l'UE, unis dans la diversité. Et c'est à mon sens comme ça que nous allons avancer dans le bon sens et nous allons être portés par notre formidable diversité. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Natacha, de votre visite sur le campus. On se retrouve bien très vite, hein, le 6 avril, je le répète, pour le handicap. Et puis, regardez, allez sur le campus et sur l'agenda. Il y a d'autres thématiques. Nous avons démarré la série des neurosciences la semaine dernière. Vous allez, pour ceux qui étaient absents, retrouver le replay. Là aussi, hein, pour aujourd'hui, il y aura également un replay. Donc, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Très belle journée à tous. Merci beaucoup. Et puis, un petit questionnaire, c'est ça à la fin, je crois, non? Oui, j'ai oublié, effectivement, juste avant de nous quitter, n'éteignez pas tout de suite votre Zoom. Il y aura un petit questionnaire si vous voulez bien le remplir. Voilà, ça nous aide effectivement à améliorer nos webinaires. Merci à tous. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir.